5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. Sur Aligre FM 93.1 avec moi Louise Vertigo dans mon émission Respiration. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année en belle compagnie. Notre thème sera Conversation avec l'invisible. On finit donc en beauté avec Brigitte Pietschak que j'ai déjà reçue pour un précédent ouvrage, donc pour la parution du Journal de l'Invisible et de l'Oracle de la Chamane aux éditions Mama. Et on découvrira aujourd'hui la chanteuse du groupe Kiran pour la parution de son EP Jour. Alors on commence par écouter un titre avec une énergie de ciel. Je suis moi-même de Kiran. Mon cœur balance jusqu'au matin, jusqu'au silence qui file au loin. L'incertitude berce souvent mes choix, à l'unisson ou bien en émoi. Je suis moi-même surtout quand je suis seule. J'entends les autres parfois s'ils veulent. Je suis moi-même surtout quand je suis seule. J'entends les autres parfois s'ils veulent. Chemin, quand la pénombre se perd enfin, je n'ai pas peur même quand tombe la lumière. Je peux enfin retrouver le mystère. Je me sens moi-même surtout quand je suis seule. Je suis les autres parfois où ils veulent. Je me sens moi-même surtout quand je suis seule. Je suis les autres parfois où ils veulent. Jusqu'au rivage, même si mes lèvres peuvent crier sans douleur, mes veines sensibles frôlent souvent la douceur. Je suis toute moi-même surtout quand je suis seule. Je touche les autres parfois s'ils veulent. Je doute moi-même surtout quand je suis seule. Je touche les autres parfois s'ils veulent. Vous êtes sur Aligre FM dans Respiration avec Brigitte Pietschak pour la parution
du journal de l'invisible chez Mama Édition. Bonjour Louise, ravie d'être avec toi ce matin. Bonjour Kiran. Brigitte. Bonjour Kiran. Bonjour, ravie d'être avec vous deux. Notre invitée musique, on vient d'écouter. En plus, elle vient de nous dévoiler qu'elle avait un grand-père amérindien. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Très bien. Alors, continuons à tirer les liens qui nous unissent. Alors, Brigitte, vous êtes musicienne et artiste peintre et vous êtes engagée sur la voie du chamanisme. On peut dire que le chamanisme est venu me chercher. C'est ça. Comme la peinture est venue me chercher, comme la musique aussi est venue me chercher. Très bien. Alors, après nous avoir présenté votre parcours et vos ongodes dans Ciel blanc, ciel noir, c'est ça. Ciel noir, ciel blanc, il s'agit aujourd'hui d'un témoignage de messages de vos guides qui proposent des exercices à l'usage de l'âme. C'est ça. En fait, ils nous mettent en situation pour recevoir des messages, pour élargir notre conscience et nous préparer, je dirais, aux valeurs du nouveau monde, en quelque sorte. Dans des courts chapitres dont vous allez sans doute lire quelques extraits. C'est cela même. Vous me connaissez, je l'ai abordé poétiquement. Mais les guides l'ont abordé aussi poétiquement. C'est-à-dire que c'est absolument pas un livre conceptuel qui manierait des idées, mais c'est avant tout, je dirais, une mise en situation, pas pour nos états d'âme, mais pour l'état de notre âme, en quelque sorte. Et c'est vrai que le sous-titre, au départ, qu'on avait choisi, qui s'appelle « Exercice à l'usage de l'âme », résume complètement le propos. Très bien. Donc, chaque témoignage de 2 pages environ est riche d'un enseignement profond. Alors, je pioche, pour commencer, les balayeurs de peur. C'est le monde de la nuit. Les balayeurs de peur récupèrent sans relâche les émotions qui engendrent la peur. Elles arrivent de la terre par paquets et se déversent dans des espaces réservés. À l'aide d'un grand râteau, les hommes au service lissent cette matière visqueuse sur de grands tapis de pierre qui l'absorbent jusqu'à ce qu'elle devienne transparente et fluide. C'est ça. En ce moment, on est dans une sorte d'égrégore de peur avec des formes pensées de partout qui sont prêtes à être intrusives et à venir nous chercher, à nous perturber. Et donc ce message, il a une valeur toute particulière parce qu'il nous invite vraiment à tenir à l'écart ces suggestions qui en fait sont des suggestions contrôlantes, je dirais, de l'ancien monde. Et identifier ces formes pensées qui sont autour de nous et qui sont susceptibles quelque part de nous agresser, on va dire, en tous les cas de venir nous chercher. C'est un exercice... je dirais tout à fait intéressant et non pas flippant, parce que ça demande une espèce de prise de conscience par rapport à notre environnement et justement par rapport à l'invisible qui est autour de nous et aussi par rapport à tout ce monde de suggestions qui fait qu'on est matraqué, je dirais du matin au soir, par des messages qui seraient susceptibles de nous atteindre. Tout à fait, des messages anxiogènes. Hein. Oui. On ne nous parle pas de la beauté du monde qui est pourtant constamment là, aussi de la gentillesse, du soutien des personnes entre elles. C'est aussi une réalité. J'ai aimé cette image du râteau qui m'a rappelé les jardins zen. C'est ça. Et il est tout à fait judicieux le passage que vous avez lu. C'est comme si des guides étaient prêts justement à faire un espèce de nettoyage constant pour nous ramener à une certaine clarté. Magnifique. Voilà. Merci en fait en tous les cas d'avoir choisi ce passage parce que il est très évocateur par rapport à notre période. Très bien. Je suis heureuse que mon intuition bon choix m'ait amené là. Alors maintenant, j'ai choisi un autre passage qui correspond à mon goût actuellement puisque je sors un album que je vais dédier au peuple des oiseaux. Et que je reçois une chanteuse qui se représente en compagnie d'un corbeau. Donc là, je suis absolument à mon aise. Donc, je vais lire un autre passage que je vais vous demander de commenter. Fais comme l'oiseau.
Les oiseaux sont des intermédiaires entre les mondes. Ils semblent parler une langue secrète, compréhensible uniquement par des initiés. Mon guide me confirme qu'ils sont les seuls animaux à avoir cette faculté d'approcher les sphères angéliques. Ils s'adressent dans leur aller et retour à l'intimité de l'âme de celui qui les reçoit pour mieux lui rappeler d'où il vient. J'aimerais pouvoir les suivre. C'est-à-dire il y a une sorte de fluidité dans le vol de l'oiseau qui est capable aussi bien d'appréhender, je dirais, le monde d'en bas que le monde d'en haut. Et c'est un messager avant tout. Et cette espèce de fluidité aussi dans cette ascension permet en effet de nous restituer des messages. Et l'oiseau est très précieux justement dans son envol et dans sa capacité justement de toucher à des messages qui nous viennent d'en haut, je dirais. Oui. Oui. Et vous, Brigitte, qui nous avez présenté vos ongodes. Oui. Alors il y en a beaucoup. Oui, rappelez ce que c'est. Alors, on va dire que les ongodes, ce sont des esprits alliés, donc des forces qui prennent différentes formes, comme en effet des animaux de pouvoir. Ça peut être aussi les ancêtres, des choses beaucoup plus archétypales. En tous les cas, ce sont mes aides, mes guides, ceux qui viennent à moi pour venir aussi en aide à mon prochain, à celui qui a besoin d'un soin. Et ce sont des alliés tout à fait précieux dans ce travail avec l'invisible. Oui, alors donc je me disais peut-être qu'il y en a un qui est un oiseau ou qui a un lien avec les oiseaux. Alors il y en a plusieurs. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a plusieurs. Donc je dirais qu'il y a l'aigle, qu'il y a le corbeau, qu'il y a le hibou, qu'il y a la chouette, qu'il y a l'oiseau blanc. Il y a toutes sortes d'oiseaux qui arrivent en situation. C'est vrai qu'on fétichise beaucoup sur l'aigle en pensant c'est l'oiseau un peu royal. Mais il y a des oiseaux beaucoup plus attachants encore. Moi, par exemple, le hibou, je lui donne une place tout à fait particulière. Alors, malheureusement, il n'est pas dans mon oracle. Et souvent, il me le reproche en quelque sorte. Je comprends. Parce qu'il a une action vraiment, par rapport aux forces de l'ombre et à l'approfondissement de soi, une action très particulière. Et les petits oiseaux délicats comme les rouges-gorges, c'est bien. Est-ce qu'ils ont leur place ? Oui, ils ont tout à fait leur place. C'est bien que vous en parliez parce que donc, dans mon prochain livre qui paraîtra en mai, qui s'appelle Voyage chamanique et rencontres remarquables, il y a justement une rencontre remarquable avec un rouge-gorge. Très bien. Oui. Moi, j'en ai fait une, je vous la raconterai à ce moment-là parce que je vous réinviterai, vous le savez, Brigitte. Merci, Louise. Vous êtes ici chez vous. Mais je me sens chez moi, en effet. Il y a toujours une bonne humeur, une joie à vous rencontrer. Réciproque, vous le savez bien. Alors, pour son côté terre, quand je dis ciel-terre, je parle d'énergie. L'énergie du ciel, l'énergie de terre. Bien sûr. Et vous me suivez complètement avec ciel blanc, ciel noir. C'est ça. Et on écoute maintenant une chanteuse que j'ai découvert qui est extraordinaire, je trouve, India Cave, pour une reprise de Lonely Avenue de Ray Charles, interprétée par Family Company. Sunshine never comes through. Yeah, it's always dark and dreary.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis en compagnie aujourd'hui de la chamane Brigitte Pietschak pour la parution de son livre Le journal de l'invisible, aux très bonnes éditions Mama. Alors on reprend le fil de notre conversation et dans ma pioche... C'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suggère d'ailleurs que plutôt que de lire le livre de façon linéaire, vraiment de l'ouvrir au hasard. Comme il n'y a pas de hasard, il y a forcément un message qui tout particulièrement vous concerne. Très bien. Alors j'ai choisi la cité idéale. Une escorte d'esprit me conduit vers ce que mon guide appelle la cité idéale. Un de mes accompagnants m'invite à me réjouir de sa construction. Oui, c'est la cité, une cité de lumière. Comme si, avec ce nouveau monde, toute la densité des choses matérielles allait acquérir une certaine transparence de par cette reliance avec la source. Et donc, dans cette canalisation, dans le fait d'avoir reçu ces messages, en même temps, j'ai reçu cette image très précise d'une ville, deux villes ouvertes et très lumineuses. Et c'est le propos pour moi de cet extrait que vous venez de lire. Très bien. Et Brigitte, comment ça se passe quand vous recevez ces messages? Est-ce que vous êtes allongée ou est-ce que ça peut arriver n'importe quel moment? Ou est-ce que vous le recevez parfois dans votre sommeil? Alors, je me mets en situation de les accueillir, en tous les cas en ce qui concerne ce journal. Et donc, avant l'image, j'ai l'écoute, j'ai la clairaudience. Et c'est comme si le message se défilait sous mes doigts, parce que donc le message, je le tape avec l'ordinateur. Et à partir de là, donc s'instaure un dialogue entre le message que j'accueille et comment je rebondis. Et voilà, quoi. Vous entendez donc une voix? C'est ça, j'entends une voix. Mm-hmm. Voilà, je suis en situation de la recevoir. Par rapport à l'écriture de journal. En tous les cas, ça s'est passé comme ça. Et à partir de là, donc, ce sont les guides qui instaurent les différentes thématiques qui sont développées dans cet ouvrage. Et alors, ces voix, comment sont-elles? Est-ce que c'est toujours la même ou est-ce qu'il y a des voix différentes? Alors, donc, elles ne se nomment pas parce que, pour moi, ces voix n'ont pas d'ego. Donc, elles n'ont pas la nécessité de se nommer. Ouais. Mais en tous les cas, c'est toujours sur le même ton. Donc, elles ne sont pas péremptoires. Alors, elles parlent à plusieurs dans ce cas-là ou... Non, c'est une voix. Mais c'est toujours la même voix, alors? Voilà, c'est la même voix. Disons le même son, le même timbre. Je dirais la même qualité vibratoire. Ouais, c'est comme si c'était une voix qui venait à chaque fois du même plan. Et à partir de là, donc, elle n'apporte pas, je dirais, des réponses toutes faites, comme si elle voulait avoir le dernier mot. Parce que parfois, on peut avoir des esprits, je dirais, du bas astral, oui, qui ont cette espèce de volonté de... Plus yang. Voilà, et de faire croire, ce qu'elles ne sont pas. Mais là, c'est justement beaucoup plus une mise en situation de notre âme. C'est-à-dire que j'accueille... de nouvelles possibilités d'élargissement de conscience, je dirais. Super. Voilà. C'est pour ça que cet ouvrage est relativement court en termes de pages, mais dans chaque chapitre, il y a une certaine densité qui fait qu'on pourrait même extraire une phrase. Il est très beau en tous les cas, même visuellement. Vous avez une magnifique pochette que j'aime beaucoup. Oui, on s'est beaucoup appliqué. Ouais. Alors pour la décrire, on pourrait dire que c'est une sorte de forêt enchantée, un peu comme un tableau à la Klimt, avec différentes petites orbes de lumière, dans lesquelles on peut se promener. Et si vous rabattez les rabats de couverture aussi, vous avez aussi cette forêt enchantée qui se retrouve. Ah oui, je ne l'avais pas vue. Oui, de part et d'autre. C'est très beau. Oui. C'est toujours l'exigence de Mama Édition d'avoir des couvertures qui épousent bien le texte. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a un vrai soin. Il y a une vraie exigence. Alors maintenant, parlons de l'arc-en-ciel. Moi, ça me touche parce que je sais que les Tibétains y voient un signe de la manifestation des dieux. Alors, quel joli signe que d'apercevoir ce magnifique arc-en-ciel venu d'ailleurs.
Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est vraiment avant tout la réunion de toutes les couleurs pour arriver à une espèce de blanc immaculé qui serait un peu la couleur de la source. Et c'est comme si, quelque part, de cette blancheur découlait une sorte de rayonnement qui donne cet arc-en-ciel, avec toute cette multiplicité des couleurs dans leur agencement. J'aime beaucoup cette analyse. Voilà. Et alors donc, il y a un kabbaliste qui s'appelle Carlos Suarez, qui a fait l'expérience picturale, d'ailleurs, qui a réussi, de façon très alchimique, de mélanger toutes les couleurs et d'arriver justement à la pureté de ce blanc absolu, je dirais. Mm-hmm. Donc ça, c'est un vrai travail spirituel, de pouvoir l'incarner dans la matière. Ce que j'aime bien, c'est que ça résonne avec... c'est très ouvert et ça résonne aussi... je sais que vous avez pratiqué aussi le zen, hein, Brigitte. Oui. Dans la pratique du zen, on a cette expérience, on peut avoir cette expérience, disons, parce que c'est une expérience personnelle, mais de luminosité. Voilà, quand vous parlez de la source... voilà, ça résonne pour moi complètement. Parce que la vacuité n'est pas le vide dans le sens vide. Pour moi, la vacuité, c'est avant tout la lumière. Et justement aussi les valeurs de joie, de rayonnement et cette blancheur absolue. Ouais. Ça, parfois en réceptivité et en accueil, c'est quelque chose que je peux voir, que je peux entrevoir, je dirais modestement. En tous les cas, donc dans le passage que vous avez lu, c'est comme si les guides nous offraient cette possibilité à un moment de la toucher de l'intérieur, cette blancheur et cette pureté, ce point d'origine en quelque sorte. Là où je dis souvent, comme j'ai dit dans Ciel blanc, ciel noir, quel est le point le plus haut du ciel ? Et pour moi, c'est cette espèce de point immaculé dont tout rayonne. Mais ça vous va bien parce que vous êtes, j'ai envie de dire, mais là je vais reprendre une expression dont j'ai horreur, le entre guillemets. Mais bon, cette fois-ci je vais l'utiliser quand même. Vous êtes une entre guillemets sorcière blanche, quoi. Vous avez ce côté, vous avez ce lien avec aussi la religion chrétienne. Oui. Et tout en acceptant toute la dimension du monde, en fait, hein, qui est aussi d'accepter notre part d'ombre. Vous êtes quand même sur un chemin, en tant que chamane sibérienne, de lumière. Vous aidez et vous n'êtes pas dans le pouvoir. Mais comme disent les guides aussi dans une des phrases que j'aime beaucoup, c'est moins l'harmonie qui compte que la complexité. C'est-à-dire accueillir toutes ces différences. Et quelque part, si on touche à l'essence des choses, on voit combien c'est important pour que tout puisse rentrer en résonance, je dirais. Donc, rien n'est à rejeter, mais tout demande à être approfondi, même les oppositions les plus graves et les plus profondes, parce que quand on dit qu'on est en guerre ou que quelque chose s'oppose à nous, c'est quelque part pour nous tester et pour nous poser cette question, justement, d'accéder à davantage de clarté. Quel est le message, en fait, voilà, de l'épreuve ? Ça. De nous obliger, quelque part, à choisir et à nous positionner. Oui. Donc, rien n'est à rejeter en soi, dans le domaine de l'expérience. Si une expérience nous est proposée, c'est l'approfondissement et ce qu'on va en tirer dans ce pouvoir de transformation qui est le plus important, je dirais. Tout à fait. Surtout en ce moment, où les forces d'opposition semblent très puissante et très forte. Oui, c'est ce que disent toutes les personnes en contact avec l'invisible. Il y a une opposition entre ce nouveau monde et l'ancien, qui ne veut pas lâcher. Mais je pense que l'humain est prêt quelque part à faire un pont entre l'ancien et le nouveau, et de façon, je dirais, très, très cellulaire. C'est-à-dire le choix, il touche vraiment au sens de l'humain, c'est-à-dire... Je dirais, à quoi ça sert un homme ? C'est ça la question fondamentale. On n'est plus au stade des idéaux et des concepts. Là, on traverse la matière. Et ça pose vraiment la question du sens de l'humain, je dirais. Tout à fait. Et merci Covid. Oui, bien sûr. Merci Covid.
Alors, on va refaire une pause musicale pour réchauffer nos âmes dans ce moment. Et aussi, avant de retrouver la grâce aérienne de la voix d'Estelle du groupe Kiran. Donc, on écoute maintenant une chanson que j'ai découverte par la chanteuse Lady Châtelet. Et c'est le groupe Maseko Tiny Desk. Un extrait seulement. I saw her and she hit me like touchdown. Saw that thing so beautiful touchdown. She just hit my heart, oh touchdown. Full force and she got me like touchdown. Yeah, I be like touchdown, touchdown. Girl, you're so fine touchdown, touchdown. Got to make you mine, yeah. So hard to find. Listen, baby, like, oh, how'd you do the thing? Where did you do it then? She ain't show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock him dead like. Hey, do this, yeah. Girl, you're so fine. Yeah, you just like. Yeah. Sublime, super fine. She was never lying, strutting in those heels or those slides. Either way, eyes on every single day, week, year, everyone wondering how she does it with no fear. All that confidence, was it heaven sent? Does it come from in? Does it come run out? I don't know. They'll just have you moving out to me, and then they wanna see talking deadly sin. Mrs. Lady, I don't understand why she hit me like touchdown, touchdown. Yeah, she hit me like touchdown, touchdown. Oh, she hit me like touchdown, touchdown. She hit me like touchdown, touchdown. Yeah, all right. How's everybody doing today? Yeah. Aujourd'hui, en compagnie de Brigitte Pietschak
On va parler maintenant de la parution de l'oracle de la chamane, toujours aux éditions Mama. Donc c'est un très beau coffret qui est illustré par Yu Zhao. Et vous allez nous en parler, Brigitte. Vous disiez donc... Donc je disais donc que l'oracle de la chamane, c'est une sorte de prolongement de mon premier ouvrage qui s'appelle donc Ciel blanc, ciel noir, où je parlais donc de mes 8 années d'expérience en Mongolie auprès de la chamane Enketuya. Oui. Et donc cet ouvrage a été aussi canalisé. Et j'ai eu envie qu'il soit un peu comme un compagnon de vie et que vous puissiez l'utiliser de façon très, 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 très pratique. Donc, si je détaille, en gros, vous avez donc 52 cartes avec 4 paquets. Donc, le paquet bleu étant les cartes des esprits alliés, donc de mes propres guides. Donc, ça part de l'ours, du loup, le viking... l'ange de la bibliothèque, enfin, tout ce qui fait en fait sens dans mes protections. Ensuite, vous avez les cartes rouges qui sont les cartes, je dirais, obstacles, ce qui peut s'opposer quelque part à la réalisation de votre question. Donc là, il y a des qualités ou des défauts, comme vous voulez, qui apparaissent comme l'inertie, la mélancolie, la colère, la peur, j'en passe et des meilleurs. Après, vous avez une phrase de sagesse pour vous éclairer. Si vous voulez, les jaunes. Voilà, si vous voulez en lire une, par exemple. Oui. Louise. J'approfondis ma vision et m'interroge sur le sens profond de l'expérience qui m'est proposée. Voilà. Et ensuite, donc les cartes vertes font signe dans une sorte d'évocation. Alors, vous pouvez aussi en tirer une. Alors, je retourne celle qui est là. Voilà. Donner, faire un don. Par exemple. Donc, ce que j'ai préconisé, bon là, vous n'avez pas l'image, mais je vais vous décrire. Donc, oui. On a fait une sorte de petit plateau de jeu avec les 4 couleurs. C'est que je préconise un tirage en croix, comme en fait on le fait un peu dans le tarot de Marseille, qui a été mon premier tarot, et aussi ce que m'a appris Alexandro Jodorowsky. Vous avez travaillé avec Alexandro Jodorowsky? J'ai fait un stage avec lui. Oui. Donc, on peut faire un tirage en croix, c'est-à-dire qu'on va mettre à gauche le pour, c'est-à-dire les protections qui sont prêtes à vous venir en aide. Donc, les ongodes. Les ongodes. À droite, l'obstacle qui peut s'opposer quelque part à votre réalisation. Et quel est l'obstacle? La nature de l'obstacle. En haut, une phrase de sagesse qui, quelque part, va vous donner une direction pour votre réflexion. Et en bas, une évocation qui fait signe. Et là, vous faites une sorte de synthèse. Vous prenez un temps. C'est pour ça que c'est important, quand on tire l'oracle, d'être disponible au moment où on l'accueille et on le tire. Mais on peut aussi utiliser ce jeu de façon tout à fait différente. C'est-à-dire, par exemple, tirer une carte ongode, une carte esprit, et vivre avec un esprit une journée, une nuit, la mettre sous l'oreiller. Qu'est-ce qu'elle va tirer, Kiran, justement, au moment où on parle? Louise vit une carte. La grande mère. Voilà. Par exemple, la grande mère est prête à vous accompagner dans une sorte de protection par rapport à votre journée. Eh bien, super. Donc, vous pouvez la garder sur vous, vous pouvez la mettre dans votre sac, vous pouvez la mettre ce soir sous l'oreiller. Avec moi en concert ce soir. Voilà, avec vous en concert ce soir. Ça va automatiquement bien se passer. Allez, moi, je vais en tirer une aussi pour la journée. Mais ça peut être aussi une évocation, ça peut être aussi une phrase de sagesse. Ça peut être aussi un obstacle. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? L'ours. Alors, l'ours, il donne vraiment une franche direction. Voilà, une belle densité pour votre journée, Louise. Merci. Il vous accompagne. D'accord. Voilà, il y a la possibilité aussi de prendre les 4 couleurs, de mélanger toutes les couleurs et de tirer une seule carte. Alors peut-être on va tirer un ongode, peut-être on va tirer... Alors on va faire ça. Voilà, peut-être on va tirer une phrase de sagesse, peut-être on va tirer une évocation. Alors je dois dire, évocation, c'est plus abstrait pour moi. Qu'est-ce que vous entendez précisément par ça? On va dire que par une image, c'est une carte qui fait signe. Par exemple, une maison en pleine nature. Qu'est-ce qui vous manque, une maison en pleine nature? Oui. Vous le saviez? Voilà. C'est ce qui m'est venu. Comment avez-vous fait pour deviner
mon projet secret. Et quand Kiran a ouvert le livret, parce qu'il y a un livret qui renvoie donc aux différentes cartes avec un numéro, elle a tiré la bonne étoile. C'est merveilleux pour le concert de ce soir. C'est ça. Alors, Voilà. Vous- Brigitte, tirez-en une. Ou c'est vous. Donc je partage. Et c'est vous. Allez-y, fermez Là, les yeux. on a Là, vous avez tout en direct, là. tout mélangé. Hop, je voilà. tire. L'ours encore, décidément. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est que dans des tirages successifs, s'il y a un on-god quelque part, c'est pris de sympathie pour vous, on va dire. Vous allez voir que de façon répétée, vous allez toujours tirer le même on-god. Et ça, c'est magique pour le coup. Parce que j'ai déjà un L'ours. bestiaire, j'ai une bécasse, j'ai un loup, j'ai un dragon. Alors bon, en voilà un nouveau. Je vais être comme vous, alors Brigitte, progressivement. Il va falloir s'agrandir, Mais pousser les murs. je le sens, hein, l'ours. Oui, Je oui. le sens dans sa densité, ouais. Mais là, ça fait 2 fois que vous venez de le tirer, donc c'est important d'en tenir compte et de l'accueillir. Ah, tout à fait, mais Voilà. je l'accueille. Donc, par exemple, vous avez tiré l'ours, vous Mhm. allez rentrer chez vous avec le jeu, et vous allez prendre la carte et vous allez la poser quelque part. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme support de méditation pour incorporer justement l'énergie qu'il est prêt à vous apporter, je dirais. Très bien. Voilà, vous pouvez vivre avec. Merci beaucoup pour ce conseil que je vais suivre parce que bon, Voilà. C'est en ça que c'est un allié. ouais. Il est là pour justement vous apporter un surcroît d'énergie nécessaire par rapport en situation à ce qui vous est demandé actuellement. C'est pour ça que dans le chamanisme mongol, il n'y a pas d'animaux totems, c'est-à-dire que les esprits alliés arrivent en situation selon les besoins. Vous voyez ? Souvent, les gens me disent quel est mon animal totem, mais j'ai envie de leur dire, c'est ce que je leur dis du reste, vous en avez plusieurs. C'est ça, ouais. Voilà. J'étais très intéressée, voire émue. La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, j'ai reçu Pierre Fort, qui est vraiment un expert en Yiking. Oui. Et il Le disait livre des transformations. Ouais, il disait qu'en fait, tout ça vient, cette divination par les écailles de tortue, tout ça vient du chamanisme sibérien. Et en fait, Non, c'est bien de parler du Viking parce que, comme je dis, le livre des transformations, rien n'est figé. Et ce qui est valable dans l'instant ne le sera plus dans l'instant d'après. Et c'est important, justement, cette prise en compte de l'instant pour voir ce qu'on accueille. Vous voyez, et en fait, il y a un travail incessant par rapport aux énergies et par rapport aux prises de conscience. Non, je trouve ça très intéressant, Brigitte. On vous retrouvera vraiment avec plaisir. J'ai hâte d'entendre la suite. Je pourrais faire des heures avec vous. Merci. Je vais vous demander de nous annoncer votre actualité. Alors, mon actualité, donc différentes signatures, notamment une le 21 janvier donc à Lyon, une autre le 3 mars donc à Toulon, le 26 mars à Brive-la-Gaillarde, et un prochain livre qui paraîtra le 10 mai, toujours chez Mama Édition, qui va s'appeler « Voyage chamanique et rencontres remarquables » avec une préface de Lilou Massé. Et peut-être, on espère, avec Mama Édition, le Salon du Livre qui interviendra entre le 21 et le 24 avril. Très bien. Voilà pour mon actualité. Merci beaucoup, Brigitte, pour votre venue. Merci à vous, Louise. Alors, vous restez avec nous. On écoute maintenant le titre « Memory » de la chanteuse Kiran. Rappelle-moi les instants où passaient les heures des jours innocents. Puis-je retrouver le temps et toutes les odeurs des souvenirs absents? Memory, 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 memory.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris dans Respiration et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui la chanteuse Kiran. J'ai dit par erreur que c'était le groupe Kiran, mais c'est bien Estelle, chanteuse dont le nom d'artiste est Kiran, qui est accompagnée d'un groupe, ce qui est différent. Tout à fait. Merci Louise. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, vous êtes pianiste, vous avez une formation classique, hein, vous avez commencé à 7 ans et reçu 4 titres, en fait. Hein, des prix. Des prix, voilà, ce sont des prix. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers la chanson, vers la forme chanson ? Alors, donc, moi, jusqu'à peu près mes... je sais pas calculer combien d'années, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai une grosse formation classique. Et puis, un jour, j'ai eu l'occasion d'être appelée pour jouer sur une comédie musicale qui se faisait à Radio France, Angers Démon, dans laquelle participait Didier Lockwood, qui nous a quittés depuis. Oui, c'est vrai. Et il y avait ces musiciens, 2 de ces musiciens qui jouaient avec nous. Donc, c'était un mélange classique-jazz. Et en jouant, je me suis rendu compte qu'en fait, ces musiciens prenaient beaucoup de plaisir à jouer et moi, non. En fait, j'avais pas ce même plaisir. Et là, je me suis dit, c'est quand même très bizarre parce que tu as fait de la musique par plaisir. Et du coup, là, a cheminé en moi comment je pouvais faire de la musique en me faisant plaisir. Parce que dans le classique, il fallait bien accepter cette règle de la partition, de la fausse note. Et en fait... Voilà, c'était la règle. Donc j'ai commencé tout d'abord par faire un groupe qui s'appelait From Two. J'étais en duo, en binôme avec un batteur percussionniste et qui faisait de l'électro aussi. Et moi j'étais piano-voix. Et on faisait des reprises de musique classique, donc avec batterie, percussion, électro. Et j'ai fait une résidence dans une salle au Fixette. C'était Olivier Galland qui était directeur à l'époque. Et Olivier m'a dit, mais... tu vas pas faire de la reprise toute ta vie, tu vas écrire. Et vous avez chanté à ce moment-là, c'est ça ? Ouais. Vous avez commencé à chanter alors, à ce moment-là. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais fumeuse avant. Alors voilà, ça c'est la petite anecdote. J'étais fumeuse. Comme une kétouilla. Voilà, c'est ça. je me suis arrêtée de fumer. Et en fait, pour passer l'argent de mes cigarettes dans quelque chose d'utile, j'ai pris des cours de chant. Et je suis devenue chanteuse. Voilà. Mais la cigarette, ça peut travailler la voix aussi, non ? Ouais, mais peut-être pas dans le bon sens, quoi. C'est pas par rapport à ce que je fais, je crois que c'était pas très approprié. Dans ce registre clair, ça altère un petit peu, mais dans l'excès. Hein. C'est ça. C'est toujours la question. Et donc, du coup, après cette résidence, je me suis dit, oui, finalement, alors je vais peut-être composer. Alors déjà, je me dis, mais composer quoi ? Enfin, c'est presque une panique quand on est musicien classique. On se dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir bien composer ? Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer d'intéressant ? Donc, j'ai commencé à composer. Je travaillais sur des textes à l'époque de William Radé. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à écrire moi-même. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, j'en suis là. J'ai cette EP qui est sortie le 29 octobre, qui est un peu mon bébé. Voilà, que j'ai avec moi depuis longtemps. Il a fait beaucoup plus que 9 mois de gestation. Et votre rapport au corbeau, alors, Kiran ? Alors, le rapport au corbeau, donc en fait, moi j'ai un arrière-grand-père amérindien, comme on en a discuté. Et alors déjà, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Kiran, ça vient d'où ? Donc ayant cet arrière-grand-père amérindien, j'ai cherché un nom amérindien. Alors j'ai cherché sur Internet, voilà, et puis je suis tombée sur Kiran sans le E. Et c'était rayon de lumière dans l'obscurité. Alors là, je me suis dit, c'est pour moi. Ça va bien avec le livre de... Ciel blanc, ciel noir. Oui, puis même la pochette où en fait il y a la lumière dans la forêt sombre. Voilà. Et je me suis rendu compte en fait que c'était un prénom indien et non pas amérindien. Mais finalement, je m'y étais acclimatée et je l'ai gardé. Le corbeau, alors on en parlait, on a fait une séance avec un très bon photographe, Bernard Benant,
Et voilà, on a essayé de faire des visuels pour ma pochette d'album. Et c'est vrai qu'instinctivement, on a été dans un lieu où on loue plein de choses pour le cinéma. Et j'ai vu ces oiseaux, ces corbeaux. Et j'ai dit, on va en louer 2-3 parce que moi, le corbeau, ça me rappelle Hitchcock. Hitchcock, c'est une esthétique vraiment, moi, à laquelle je suis très sensible pour plein de raisons. Je trouve que c'est très esthétique et en même temps, il y a quelque chose de très malin et de très profond dans Hitchcock. Et en plus, le corbeau, on l'a dit tout à l'heure, c'est le messager. Et du coup, ça rejoint aussi vraiment, moi, ce que j'ai envie de transmettre aussi. Il y a effectivement quelque chose de très aérien, mais moi, j'aime ce qui est très profond aussi. Oui. Et donc, du coup, dans mes paroles, c'est très profond, des fois peut-être un peu chargé. Alors, j'en rigole, je dis que je fais un disque pour dépressif optimiste. Mais mes sujets ne sont jamais fatalistes. Alors Voilà. justement, j'allais vous en parler. Quelle était votre intention avec ce premier EP, ou en tous les cas, peut-être pouvez-vous nous donner un commentaire sur les 2 titres que j'ai choisis? Oui. Alors, c'est vrai que je pense que comme tout musicien ou artiste, beaucoup de textes parlent de choses qui me sont proches. Je suis moi-même, c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, on est dans une société où il faut paraître, à l'inverse du profond, et dans une société où il faut forcément être bien avec les autres. Et je croise souvent beaucoup de gens dont j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à être seuls. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de très dur. Alors que moi, en fait, je trouve que quand on est seul, c'est justement... Alors, moi, quand j'écris, quand je compose, il faut que je sois seule. C'est les meilleurs moments pour moi. Et donc, c'est toute cette différence entre être avec les autres, être seul et finalement passer d'un univers à l'autre. Je pense que la vie doit pouvoir se jouer sur ces 2 tableaux et qu'il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire qu'on... Et en fait, quand on dit qu'on est seul, est-ce qu'on est vraiment seul? Non, justement, on est rarement par rapport à toutes ces présences seul. qui nous entourent. Moi, je trouve que moi qui fais de la musique, pour moi, l'inverse du bruit, c'est le silence. C'est très difficile d'avoir un silence, en fait. À part quand on va très loin dans la forêt, et encore, on entend le bruit des animaux, on entend peut-être une voiture qui passe au loin. Et effectivement, je mets ce rapport entre, justement, aussi le son et le silence. Être seul, être avec les autres, c'est très difficile d'être vraiment seul. Parce que cet approfondissement du silence, c'est peut-être ça l'inspiration, justement. Totalement. Ouais. J'aime beaucoup ce qui est minimaliste et ce qui, du coup, vient casser le silence. Pendant mes études au conservatoire, je me suis rendu compte qu'on nous parle du silence, mais comme quelque chose de très théorique. Et souvent, les gens voyaient le silence comme l'arrêt de la musique. Ce qui est faux, c'est une respiration au milieu de la musique. Dans le silence, il se passe plein de choses. Ce n'est pas parce que la musique s'arrête qu'il n'y a rien. C'est Mozart qui a dit la musique, c'est l'art du silence. Exactement. Ah oui, il y a beaucoup à dire sur le silence. Mais parlons un petit peu maintenant du groupe qui vous accompagne. Alors, donc effectivement, alors sur le disque en tout cas, on a eu 2 personnes au violoncelle. On a eu Maël Maillard et Valentin Mussou. On a ce qu'on appelle un beatboxer. Alors, je vais peut-être éclaircir ce qu'est un beatboxer. C'est l'équivalent d'un batteur. C'est un monsieur qui fait des bruits avec sa bouche. Donc, c'est une rythmique organique. Et moi, j'aime ça parce que justement, c'est comme le chant, l'instrument, c'est son corps. Alors qu'effectivement, au piano, l'instrument, le média, c'est le piano. Et à la batterie, bien évidemment, on a quelque chose de beaucoup plus imposant. On a donc ce beatboxer, Svent, qui sera aussi avec nous en concert ce soir. Et on a un batteur, Raphaël Séguinier, donc, qui a fait les batteries. Et j'ai aussi donc un bassiste, David Cacan, et Stéphane Tremel, avec qui on a travaillé sur des ambiances électro.
Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, je trouve on voit souvent la musique électro comme du bruit et puis quelque chose d'assez volumineux. Moi, j'aime bien utiliser les choses, pas forcément dans l'utilisation qu'on en fait habituellement. Par exemple, le beatboxer est très utilisé dans le hip-hop, dans le rap, donc on a quelque chose qui de suite connote la musique. Donc moi, je voulais vraiment que le beatbox soit un beatbox en finesse, un beatbox d'accompagnement. Très bien. Alors ce soir, on vous retrouve avec Svent, Human Beatbox, voilà. David Cacan à la basse. Alors David malheureusement n'est pas là, on est sur une toute petite scène. Mais par contre, on a Lucie Cravero qui sera avec nous au violoncelle. Tout à fait. Oui. Et donc, Lucie Cravero est la fille de Valentine Dutey que j'avais reçue récemment. Exactement. Qui est une violoncelliste que je connais bien et que j'estime. Alors, donc, on vous retrouve ce soir à quelle heure à la Manufacture Chanson ? À 20h30, à la Manufacture Chanson, 124 avenue de la République, Paris 11e. Et pour ceux qui ne se seraient pas encore décidés, il y a un petit tarif Noël à 11 € au lieu de 17. C'est quand même si elle n'est pas belle, la vie. Donc, vous pouvez réserver tarif promo avec le code KIRANE, K-I-R-A-N-E. Voilà. Merci beaucoup, Kiran, pour votre venue. Et puis, venez nombreux écouter cette artiste profonde et touchante. Merci, Louise. Et comptez sur votre bonne étoile. Exactement. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 Paris dans Respiration. Donc, on se retrouve à la rentrée pour une émission le 7 janvier, de mémoire, vendredi 7 janvier. Ce sera un thème sur Bouddha, une rencontre avec le Bouddha. Je m'appuierai sur l'ouvrage « Histoire d'un homme, rencontre d'une présence » de Fabrice Midal, qui est un ouvrage édité au Seuil et l'émission sera aussi illustrée par mes pépites musicales. Un grand merci à la technique, à Tom Thibault, à Quentin Ricordel et aussi à Alex Dumez qui nous aide beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Prenez soin de vous.